Nous allons parler maintenant fluidité des dispositifs de certification et de l'offre de formation au service des parcours professionnels. Et j'invite à mes côtés Fabienne Bourdet, Anne-Sophie Barthez, Adeline Croyer, Andrea Ciellet et René Bagorski. Vous voulez vous installer sur le tabouret? Allez-y. Hein. OK. Bonjour à tous. Fabienne Bourdet, directrice des sports au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Adeline Croyer, sous-directrice des lycées et de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation nationale. René Bagorski, directeur de la certification de France Compétences. Et Andrea Ciellet, j'espère que je le prononce bien. Ça va. Sous-directeur des politiques de formation et d'éducation au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Alors nous savons qu'il y a un véritable enjeu autour de la fluidité des dispositifs de formation et des parcours professionnels. L'État et France Compétences s'engagent à mettre en place ce qu'il faut pour répondre aux attentes des acteurs du sport et lors des groupes de travail. Des problèmes liés aux certifications et à l'offre de formation ont été soulignés. Madame Bourdet, en tant que directrice des sports, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Merci. Alors peut-être, pour répondre à votre question, rappeler que ça a été très bien montré tout à l'heure, on est dans un paysage dont on peut considérer qu'il est relativement bien fourni s'agissant des certifications qui sont proposées. Et on est aussi dans un paysage, et il faut le rappeler, qui est au niveau juridique, puisque là on va parler de l'encadrement des activités physiques et sportives, qui relève d'une profession réglementée. Ça veut dire qu'à partir du moment où on exerce une activité d'encadrement des activités physiques et sportives à titre professionnel, j'ai envie de dire dès la première heure d'activité professionnelle, on est soumis à l'obligation de disposer d'une certification. Et puis, on s'aperçoit, et ça a été partagé avec les chiffres qu'a présenté Augustin ce matin, on voit qu'en dépit de l'important investissement humain, financier de l'ensemble des acteurs qui sont présents aujourd'hui, on a un résultat qui, pour part, est assez décevant, puisque on a bien entendu aussi le turnover qu'on connaît dans le champ de l'encadrement des activités physiques et sportives. Donc tout ça nous amène finalement à nous réinterroger en tant que ministère certificateur et avec les branches professionnelles à la manière dont on doit aujourd'hui améliorer notre dispositif avec une plus grande fluidité, comme vous le disiez dans votre propos introductif. Alors si je voulais illustrer, qu'est-ce qu'on observe là aujourd'hui? On voit qu'on a une vraie difficulté dans l'équivalence ou le défaut d'équivalence dans les différents dispositifs de formation qui existent aujourd'hui. J'en veux pour preuve qu'il n'y a pas une semaine où on n'a pas un acteur employeur, fédération notamment, qui ne nous interroge pas pour nous dire aujourd'hui j'ai une difficulté, j'ai des besoins que je n'arrive pas, des besoins d'emploi que je n'arrive pas à satisfaire. Et on est dans un environnement qui est particulièrement complexe puisque notre objectif c'est évidemment de former à des emplois qui vont permettre d'accueillir le grand public pour pratiquer davantage d'activités physiques et sportives, sans oublier que dans le champ du sport, nous sommes aussi responsables de pouvoir proposer des formations qui vont garantir aussi une expertise jusqu'au plus haut niveau de performance pour former aussi nos athlètes, etc. Ce qui parfois nous renvoie à ce qu'on appelle des activités de niche, etc. Et d'où aussi la difficulté qu'on peut avoir, notamment, et je remercie vraiment M. Bagorski d'être avec nous, dans parfois des incompréhensions qu'il peut y avoir par rapport au dispositif tel qu'il existe aujourd'hui, compte tenu de la responsabilité qu'assume aujourd'hui France Compétences.
Et on voit bien que et c'est l'intérêt aussi de cette table ronde, on a engagé avec la loi de 2018 une nouvelle réforme de nos diplômes, etc., pour une construction en bloc de compétences. Et finalement, tout cet écosystème apparaît comme aujourd'hui très complexe pour l'ensemble des acteurs et est parfois mal compris et laisse à penser que finalement on aurait des exigences inconciliables. Or, je pense que c'est vraiment tout le contraire et c'est l'enjeu de nos échanges d'aujourd'hui et de l'intérêt qu'on puisse, avec l'ensemble des ministères certificateurs, travailler à davantage de passerelles. Merci Madame Bourdet. Alors, vous avez fait référence à cet opérateur récent dans le paysage de la certification France Compétences. René Bargorski, expliquez-nous ce qu'est France Compétences et les process auxquels on fait référence et ce qui peut poser problème dans le monde du sport. Bonjour à tous déjà. Et je voudrais d'abord remercier Madame la Ministre d'avoir remercié dans son message le travail fait par France Compétences. Que France Compétences est effectivement une création récente. C'est la loi de 2018 qui a mis France Compétences en place. France Compétences est un outil de régulation financière, mais aussi régulation des certifications, parce que derrière les certifications et leur utilisation, on a de l'argent public, et que l'utilisation de l'argent public doit aller au bon endroit. Et donc, c'est aussi pour ça que le législateur, en 2018, à travers les décrets d'application, a fixé un certain nombre de règles quand les certifications sont instruites par France Compétences. Donc, nous sommes une interface entre différents acteurs, et j'insiste sur le mot interface, et nous travaillons avec tout le monde, et nous travaillons pour un résultat qui est l'insertion dans l'emploi d'un côté, et que les entreprises, quand elles embauchent, aient les compétences effectivement affichées et requises pour pouvoir embaucher en toute sérénité. C'est le rôle, en fait, de la commission de certification, c'est le rôle de la direction de la certification. Mais la direction de la certification, elle, ne fait que donner des avis à une commission indépendante nommée par arrêté ministériel sur une durée de 5 ans. Donc ça aussi, c'est extrêmement important à l'avoir à l'esprit. Concernant le secteur du sport, quelques chiffres qui sont un peu parlants. On a toujours l'impression que France Compétences peut être un empêcheur de tourner en rond. En tout cas, c'est ce que j'entends souvent et dans les messages que vous faites remonter. Juste comme ça, simplement, 81% des certifications présentées par le secteur du sport ont eu un avis favorable dans le cadre des demandes qui ont été faites, contre 50% d'avis favorables pour le reste des secteurs. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous parliez, madame, des règles particulières, et ces règles particulières font qu'à un moment donné, tout le monde se précipite vers une demande au répertoire national des certifications professionnelles. Or, quand on regarde les choses d'un peu près, par moment, on est plus sur du complémentaire à des certifications existantes, et il me semble que le travail en cours au niveau des cabinets devrait pouvoir lever un certain nombre de contraintes et qui devrait nous permettre d'améliorer derrière la fluidification des demandes et des réponses qui seront apportées à l'ensemble du système. Donc voilà, je répète, pour moi, il y a 3 mots-clés. France Compétences travaille avec l'ensemble des acteurs, est une interface entre les différents acteurs et travaille pour un résultat qui est un résultat attendu et que le législateur a fixé. Alors une dernière chose par rapport au taux d'insertion, parce que ça fait partie des critères qui sont des critères extrêmement importants et que souvent c'est les critères qui font qu'on a quelques doutes sur la légitimité ou la nécessité d'une certification. On est dans un univers, alors j'ai plus en tête, mais si c'était moniteur de savate, de boxe, et j'oublie un peu l'ensemble des certifications. Quand on regarde l'insertion, au bout de 6 mois, il y a à peine 13% des gens qui sont rentrés dans ce type de certificat, dans ce type de métier. Donc ça nous interroge, nous aussi, derrière, sur l'utilité d'avoir des choses peut-être aussi précises. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, des métiers, des certifications complémentaires, un répertoire national des certifications et un répertoire spécifique. Mais le travail que nous faisons ensemble devra nous permettre, dans les semaines qui viennent, d'avoir une belle organisation de l'ensemble de ce sujet. Je me suis engagé, Stéphane Hardy, le directeur de France Compétences aussi, à accompagner au maximum le secteur, ce que nous faisons depuis des années. Voilà. Merci, Monsieur Bagorski. Alors, Madame Barthez, du côté du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Insertion professionnelle, vous avez également identifié des difficultés. Quelles sont-elles et quels sont les enjeux ?
Merci beaucoup. Alors c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Il est à la fois enthousiasmant et formidablement difficile. Difficile parce que, on l'a dit ce matin, plusieurs certificateurs, plusieurs ministères, plusieurs branches professionnelles, beaucoup de certifications, Madame la Ministre le disait ce matin, et puis cette absence de lien, surtout entre les certificateurs, entre les certifications, etc. Et un travail en silo, qui est une habitude qui a trop été prise. Alors il faut que l'on sorte de cela, et la clé de tout cela, pour qu'enfin il y ait de la lisibilité, il y ait des va-et-vient entre les certifications, des va-et-vient pendant le parcours de formation ou pendant la vie professionnelle, c'est évidemment la compétence. Les compétences doivent devenir au fond notre monnaie commune entre certificateurs et employeurs. Mais pour cela, il faut que l'on dialogue encore davantage, et évidemment aujourd'hui est un jour qui compte pour instaurer et renforcer ce dialogue. Il faut qu'au terme de ce dialogue, cette monnaie commune ait la même valeur pour chacun. Qu'on arrête de se méfier, je le dis un petit peu rapidement et directement, mais qu'on arrête de se méfier les uns les autres. Que l'on apprenne à parler le même langage. Nous avions la semaine dernière, à la direction des sports, une réunion extrêmement riche, intéressante. On s'est aperçu que parfois, derrière un même mot, on ne mettait pas, nous, au ministère de l'Enseignement supérieur et au ministère des Sports, la même chose. Donc c'est tout ce travail qui est déjà engagé, qui va être renforcé encore aujourd'hui, et qui va se poursuivre demain, on n'a pas le choix, on doit absolument réussir. Le ministère de l'Enseignement supérieur y prendra toute sa part, que ce soit au moment de l'orientation, on en a beaucoup parlé, ou au moment évidemment de la vie professionnelle, avec des allers-retours qui doivent se faire évidemment, et un sportif de haut niveau qui a une certification du ministère des Sports doit pouvoir revenir en études très facilement chez nous s'il le souhaite. Voilà notre enjeu, voilà nos difficultés, mais nous sommes plus déterminés que jamais, et je crois que l'état d'esprit de l'ensemble des certificateurs n'a jamais été aussi au dialogue, à la cohérence et à l'envie de réussir. Merci beaucoup. La vision de l'éducation nationale et de la jeunesse, Madame Croyer, vous aussi, vous avez identifié des freins? Oui, alors je dirais surtout des enjeux et des enjeux communs sur lesquels on a déjà travaillé. Peut-être rappeler ces enjeux qui sous-tendent d'ailleurs la réforme des lycées professionnels dont va vous parler la ministre déléguée à l'enseignement et la formation professionnelle, Carole Grandjean, dans quelques instants. Tout d'abord, la lisibilité, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais également l'accompagnement des parcours dans leur diversité, la diversité des publics qui sont accueillis, et enfin l'accompagnement vers un emploi réussi. C'est ces enjeux-là qui ont sous-tendu le travail qui a été fait il y a quelques années maintenant entre le ministère des Sports et l'Éducation nationale pour un public particulier pour lequel il n'y avait pas encore d'offre de formation initiale répondant à ses besoins, le public des lycées professionnels, bacheliers professionnels, qui souhaiteraient mener une spécialisation professionnelle dans le secteur sportif, animation ou encadrement. L'idée est de répondre à ce public jeune, parfois moins de 18 ans, souvent moins de 18 ans quand ils ont leur diplôme de baccalauréat professionnel, et qui a besoin, de manière accompagnée, dans son établissement, d'aller en pente douce montante vers l'emploi. Des emplois parfois non sportifs, mais dans le secteur sportif. Et l'idée a donc été de créer 2 mentions complémentaires, qui sont des spécialisations professionnelles Bac+1, mais de niveau 4, qui viennent répondre à ces enjeux et donner à ces jeunes finalement une sorte de double qualification, de double éclairage. Et je vais citer quelques exemples de parcours. Mais avant, je voulais vous dire que ces 2 spécialisations professionnelles, et c'est un exemple vertueux finalement qu'il va falloir que l'on poursuive, ont été construites en étroite correspondance, en parfaite correspondance, si je le dis exactement, entre le BPJEPS et ces certifications-là. Une mention complémentaire qui vient valider 2 unités certificatives du BPJEPS et l'autre mention complémentaire, les 2 suivantes. Donc quand le BPJEPS sera rénové, bien entendu, on aura à cœur de continuer cette étroite correspondance pour justement une bonne lisibilité et un bon parcours. Donc peut-être un exemple de parcours et de métiers auxquels peuvent destiner ces mentions complémentaires. Un jeune bachelier professionnel, en particulier dans tous les secteurs d'emploi tertiaire, je pense au métier de l'accueil, au métier de la sécurité, mais aussi la logistique, l'animation jeunesse, pourra se spécialiser, acquérir des compétences en animation, par exemple en animation jeune, centre aéré, et venir compléter, on en parlait tout à l'heure, un emploi bien souvent en temps partiel dans ces secteurs-là, finalement venir compléter un premier emploi. Si par exemple je prends un baccalauréat professionnel, maintenant c'est chauffagiste. Il va pouvoir, dans un premier
partie de son activité hebdomadaire entretenir la piscine, et dans l'autre partie de son temps partiel, être animateur ou maître nageur s'il présente la spécialité professionnelle qui lui donne l'accès à la profession réglementée. Donc finalement, une manière de répondre à des enjeux, des métiers en tension, dans un secteur qui est plein de promesses pour nos jeunes, et qui les attire, les tient et sous-tend une prévention du décrochage scolaire aussi pour les jeunes qui me préoccupent aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Croyer. Même exercice, donc est-ce que vous avez identifié les enjeux du côté du ministère de l'Agriculture, Monsieur Sellé? Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, la relation entre l'enseignement agricole et le sport, elle est déjà très, très ancienne. Hein. Je ne rappellerai pas Edgar Pisani, mais enfin, ça faisait vraiment partie du projet intrinsèquement de l'enseignement agricole. Et peut-être pour illustrer, en lien avec ce qui a été dit précédemment, illustrer le fait que nos formations, alors on ne le sait pas forcément toujours, mais enfin, on forme des actifs agricoles, certes, mais c'est moins de 30% maintenant des formations, enfin des effectifs au sein de nos établissements. On forme à l'ensemble des métiers qu'on dit du vivant, du service, des plus jeunes et des beaucoup moins jeunes, les métiers du paysage en particulier. Des métiers souvent ancrés auprès du territoire et dont la spécificité un certain nombre de métiers ont la spécificité de s'intégrer dans une démarche de pluriactivité des acteurs, voire de saisonnalité. Alors je peux l'illustrer en particulier. Alors il y a la question de l'agriculture en montagne qui souvent mobilise. Enfin les agriculteurs en montagne ont d'autres métiers liés à l'animation et au sport. Il y a un exemple qui a été cité aussi d'un viticulteur qui sur sa carte de visite avait écrit viticulteur, moniteur de canoë-kayak. Et c'est aussi tout le travail qu'on fait avec la filière équestre, où le lien, et ça a été rappelé précédemment, est très fort entre l'activité de production, l'activité agricole et l'activité d'animation au sein d'un centre équestre. Donc cette pluriactivité, en fait, elle est extrêmement précieuse pour nous parce qu'elle c'est un gage d'attractivité pour nos emplois qui en ont bien besoin. Je disais que on ne formait pas que des actifs agricoles, mais pour ce qui concerne les actifs agricoles, et c'est un chantier vraiment conséquent du ministre actuellement, c'est de faire face à la question du renouvellement des générations des actifs agricoles. Et donc cette question de la pluriactivité, comment la faciliter, est un enjeu fort pour pouvoir répondre à cela. Et donc derrière ça, c'est la question de la biqualification qui se pose. Nos pluriactifs, et cette biqualification, elle n'est pas récente non plus, ça date des années 70, mais il y a un vrai enjeu dans la fluidité des parcours, de pouvoir la renforcer, de pouvoir permettre de la rendre plus agile, un terme souvent utilisé en ce moment, pour pouvoir faire des interactions et des passerelles entre les diplômes, en particulier de la production agricole ou de l'activité d'élevage en ce qui concerne le milieu équestre et les milieux du sport. Donc ça passe aussi par des passerelles entre blocs de compétences dont au niveau du ministère de l'Agriculture, on a l'habitude, puisqu'on a déjà rénové un certain nombre de nos diplômes en blocs de compétences. Donc voilà, le travail il a commencé et je pense que le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui ne fait que le renforcer et donc on est ravis de s'y engager à la hauteur de nos moyens. Voilà. Merci beaucoup. Madame Bourdet, je reviens vers vous. Là, on a une vision de l'ensemble des ministères. Quel lien peut-on faire entre justement les différents ministères et les autres certificateurs pour améliorer l'offre de formation en métier du sport ? Là, je pense que dans les propos qui viennent d'être tenus, on voit d'abord que, je me plais quand même à le redire également, que des travaux ont déjà été conduits depuis de nombreuses années sur certaines certifications pour effectivement contribuer à améliorer la fluidité. Mais on voit que, et sinon on ne serait pas là ici, que c'est encore insuffisant. Et si je prends l'exemple de ce qui se passe avec l'université, on voit qu'aujourd'hui, et la table ronde précédente y faisait allusion, on a des collaborations qui ont été construites, que ce soit avec nos services déconcentrés, DRAGES, ou avec nos établissements CREPS, etc., mais qu'on n'est pas dans un dispositif général, ce qui crée aussi du coup des situations d'inéquité sur le territoire, dans l'accompagnement des parcours des jeunes. Donc notre méthode, c'est bien aujourd'hui, alors on pourrait se dire peut-être qu'on aurait dû le faire avant, mais finalement le cadre juridique qui nous est imposé par la loi 2018 également, le cadre que vient de nous rappeler monsieur tout à l'heure s'agissant de France Compétences, nous amène finalement à nous réinterroger sur notre référentiel commun.
C'est-à-dire comment est-ce que aujourd'hui on parle de la même chose, pour reprendre ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure, comment est-ce qu'on parle de notre référentiel commun de métier entre les différents ministères certificateurs, avec bien sûr les branches professionnelles, et comment on se met d'accord à partir de ce référentiel commun pour travailler sur les compétences et bien sûr les prérogatives d'exercice et ce qui en découle, les niveaux d'intervention des uns et des autres dans un cadre qui sera coordonné. Et c'est vraiment l'enjeu majeur pour permettre les correspondances nécessaires entre les différentes certifications dans des parcours professionnels, encore une fois. Merci beaucoup. Alors, comment s'inscrit le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Insertion professionnelle dans ces perspectives, Madame Barthez? Alors, Fabienne a quasiment tout dit. Hein. Aujourd'hui, alors, on ne part pas de rien, je le redis, on avait déjà beaucoup travaillé. Il y a eu toute la concertation, les groupes de travail dont Madame la ministre faisait état tout à l'heure, qui ont été très nombreux, et le nombre de participants aujourd'hui en témoigne. Donc, on ne part pas de rien. Ce Grenelle a été très préparé, a suscité l'enthousiasme. Les deux chantiers majeurs, c'est le référentiel commun, comme tu le disais, Fabienne, pour créer un langage commun et des correspondances, je ne le redis pas. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui existe et qu'il y aura des lendemains très concrets parce qu'une charte qui sera, vous le savez, signée dans quelques minutes par nos ministres, va mettre sur la table une méthode de travail et un calendrier. Une méthode de travail avec l'AFPA, qui va nous accompagner, puis une comitologie qui est déjà en place, et un calendrier de travail pour qu'il y ait des points d'étape, des restitutions, un accompagnement, un suivi de tous ces pas décisifs que l'on s'apprête à réaliser dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Madame Croyère, du côté de l'éducation nationale, les engagements? Oui, simplement dire que cette charte nous convient très bien. Elle vient effectivement consolider un partenariat de longue date entre le ministère des Sports et l'Éducation nationale. Elle a des ambitions qui sont particulièrement d'actualité. La lisibilité, on en a déjà parlé, mais également peut-être aussi, je voudrais le citer aujourd'hui, l'idée d'une véritable complémentarité et pas d'une concurrence, bien évidemment. Et pour finir, l'objectif d'un maillage du territoire qui corresponde parfaitement aux besoins, avec des développements de formation mesurés et adaptés à ce qui est attendu dans chaque territoire. Monsieur Sellet, du côté du ministère de l'Agriculture, aussi des engagements? Je ferai que confirmer que cette charte, elle nous va nous aussi très bien, et elle s'inscrit dans un travail de longue date. Et peut-être pour l'illustrer, parce qu'on a lancé un grand chantier avec, et ça a été rappelé précédemment, avec la filière équine, en particulier dans le cadre du comité emploi-formation de l'IFCE, sur justement le travail entre ces passerelles, entre les diplômes, et en particulier le BPGEPS, filière équestre, et nos diplômes et nos différents bacs pro. Et c'est vrai que c'est un travail vraiment étroit, et je pense que l'intérêt de cette charte, c'est justement dans cette continuité-là, de s'assurer qu'on parle bien le même langage, que derrière les mots qu'on inscrit, on les partage, et ça c'est extrêmement précieux, et derrière ça permet de favoriser cette fluidité dont on parle, et vraiment d'affirmer les différentes passerelles, à la fois des passerelles sur des ambitions générales qui sont liées, nous c'est ce sur quoi on travaille avec le tronc commun de notre bac pro, mais ça peut être aussi sur des compétences spécifiques, et donc ça c'est un chantier qu'on aimerait poursuivre, et je pense que la charte nous permettra de le prolonger. Merci beaucoup, Monsieur Bagorski. Est-ce que cette méthode de travail coordonné entre les certificateurs peut permettre d'améliorer la situation que vous observez à France Compétences? Oui, ça va, je pense que oui. De toute façon, on a commencé déjà à lancer les opérations, et puis je pense que si on réfléchit un peu aujourd'hui, on demande, que ce soit des enregistrements de droits ou des enregistrements de demande, de faire des notes d'opportunité. Or, quand on regarde les notes d'opportunité, elles sont communes à l'ensemble d'un secteur, quels que soient les certificateurs et le déroulement et les certifications qui vont avec. On a des finalités qui sont différentes. Vous avez la formation initiale et l'éducation nationale a toute sa place dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, les différents titres des ministères qui relèvent vraiment du périmètre de l'État. On a un deuxième champ, ce que j'appelle moi finalement un parcours semi-privé ou semi-public, qui est le champ des partenaires sociaux, et une offre de certification qui est totalement en privé. Mais quand vous regardez en fait, quel que soit le certificateur,
la finalité, c'est toujours de répondre à un besoin, et d'où l'importance des notes d'opportunité, qu'elles soient communes et partagées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant les correspondances, vous savez que la loi a confié à France Compétences tout un travail sur les correspondances entre les différentes certifications, et je pense que dans le domaine du sport, on a un joli sujet d'expérimentation. Si je reprends mon arborescence avec les différents certificateurs, les différentes finalités, en sachant que chaque certification doit être découpée en blocs de compétences et que la correspondance se fait à l'aune du bloc de compétences, vous voyez bien qu'à un moment donné, on aura la finalité dont j'ai parlé tout à l'heure, le bénéficiaire qui, en ayant fait une certification, commencé à un endroit, continue à un autre, mais qui aura validé un bloc de compétences qui pourra opposer dans son parcours, et c'est le parcours qui va être important. Et je pense que vraiment là, on a un très très beau chantier, et France Compétences, je le répète, est une interface entre les différents acteurs, un facilitateur et non pas un empêcheur de tourner en rond. J'insiste lourdement, nous ne sommes pas un empêcheur de tourner en rond, mais nous voulons être un facilitateur du système, et dans ce cadre-là, dans tout ce qui vient d'être énoncé, vous voyez bien que ce rôle d'interface et de facilitateur, c'est quelque chose que nous allons tenir, bien sûr, si les différents certificateurs nous le demandent et si la puissance publique nous le demande. Une question du chat, justement, pour vous, M. Bagorski. Est-ce que vous êtes certain que ces blocs de compétences vont fluidifier les parcours ? C'est une question, je ne suis certain de rien, mais moi je prends simplement ce que la loi exige aujourd'hui. Depuis 2014 et réaffirmé par la loi de 2018, les certifications doivent être découpées en blocs de compétences. L'objectif, c'est que chaque bloc puisse être évalué et certifié, et donc étant évalué et certifié, opposable sur le marché du travail, qu'un individu qui aura commencé une certification et qui ne sera pas allé au bout, mais qui aura pu faire évaluer et certifier une partie de son parcours, pourra toujours trouver à un moment donné une réponse dans des emplois qui seront des emplois un peu fléchés par rapport à des blocs spécifiques. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui, en tout cas, est incontournable dans le système de la formation professionnelle. Cet après-midi, vous allez parler de VAE. Olivier Gérard est là, mais il parlera en fait d'une VAE vers des blocs de compétences. Et on voit bien que c'est devenu une étape ou indispensable aujourd'hui dans la construction d'un parcours et dans la réflexion de l'ensemble des certificateurs. Est-ce que la lisibilité des formations se traduit nécessairement par une diminution du nombre de certifications ? Autre question du chat. C'est toujours pour moi ? Si vous voulez y répondre. Alors, juste, j'étais frappé ce matin dans l'intervention de Madame la Ministre qui disait qu'il y avait 1000 certifications qui relevaient en fait du secteur du sport. Juste pour information, il y a 6000 certifications qui sont inscrites au répertoire national et au répertoire spécifique, un peu plus de 5000 au répertoire national des certifications et un peu plus de 1000 au niveau du répertoire spécifique. Vous voyez que les certifications qui relèvent en fait du champ du sport représentent 1/5 ou 1/6 de l'ensemble des certifications, ce qui est quand même conséquent. Donc l'objectif n'est pas de réduire, l'objectif c'est qu'à la sortie, on ait des certifications de qualité qui répondent aux besoins de l'économie. Et qu'on puisse comprendre. Et qu'on puisse comprendre. Et tout le travail, je suis arrivé à France Compétences là, depuis 2 mois, tout le travail de communication qu'on va faire, c'est d'être le plus simple possible dans la finalité du travail qu'on fait, dans l'explication. On a aujourd'hui tout un corpus d'informations, des vadémécums, des notices, etc., qui sont faits pour les professionnels. Il faut qu'on informe le grand public, sujet, verbe, complément, j'aime bien m'exprimer comme ça, donc sujet, verbe, complément, pour qu'on ait la finalité derrière et que chacun s'y retrouve. Et au bout de chaque certification, il y a un bénéficiaire, et chaque bénéficiaire est dans un contexte, et ce contexte-là, c'est un contexte de l'emploi. Madame Bourdet, un des maîtres mots, la simplification. Oui, peut-être pour dire qu'en effet, quand on parle de 1000 certifications, évidemment, ça inclut l'ensemble des certifications qui ne sont aujourd'hui plus délivrées, mais pour lesquelles il y a des titulaires sur le marché de l'emploi et qui, bien sûr, ont vu leur certification inscrite au RNCP. On est sur 350 certifications aujourd'hui encore délivrées. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas beaucoup. En tout cas, je ne suis pas en capacité de répondre à la question de savoir si c'est trop. Je m'inscris complètement dans le prolongement de ce que vous venez de dire. La question est bien quel est le lien
qui est fait. C'est une question qui paraît assez simple quand on la pose comme ça, mais on voit combien elle est complexe au regard de la nature de l'emploi qui correspond à chacune de ces certifications. C'est bien de se demander si à chaque emploi, à chaque métier, pardon, excusez-moi, tel qu'il aura été défini dans le cadre du référentiel, et à chaque compétence qui correspond à l'exercice de ce métier, nous avons un ou plusieurs diplômes qui permettent d'y répondre. C'est vraiment la seule question qu'on doit vraiment se poser, indépendamment de l'intérêt de tel ou tel certificateur à voir perdurer la certification à laquelle il est, et c'est naturel, attaché. Donc c'est bien ce champ-là qu'on doit investiguer vraiment avec détermination, et bien de repartir de la logique du métier, d'où le caractère particulièrement important de ce référentiel commun. Autre question du chat, comment les acteurs de terrain de la formation peuvent s'approprier au mieux la réforme? Alors je pense qu'on a... c'est vraiment intéressant de le poser comme ça, parce que on voit que même parmi les acteurs de la formation, on a des difficultés parfois à faire comprendre l'articulation qu'il peut y avoir entre des dispositifs de certification qui sont pour certains anciens et une réforme qui amène à reposer la question, y compris en termes de pertinence des diplômes tels qu'ils ont été conçus initialement. Donc je crois qu'on a, et le Grenelle d'aujourd'hui va y contribuer, un énorme travail aussi de pédagogie à faire, et au-delà du travail de pédagogie, d'illustration par des parcours réussis. Moi, j'ai été tout à fait marquée par les exemples qui ont été présentés ce matin. On le voit par exemple avec un métier en tension autour des métiers de la surveillance des baignades et de l'encadrement de la natation. L'intérêt qu'il peut y avoir justement à reposer la question de ces métiers-là en termes de parcours professionnels. Et c'est vraiment ces parcours-là et des parcours réussis qui vont permettre de montrer en quoi il y a intérêt à ce qu'on améliore les correspondances entre nos certifications respectives. Est-ce qu'on pourra commencer une formation au ministère des Sports, puis suivre un diplôme en STAPS et enfin une formation au ministère de l'Agriculture? C'est l'enjeu, mais c'est tout à fait l'enjeu, dans cet ordre-là ou pas d'ailleurs. Parce que la question peut se poser, encore une fois, par rapport au métier initialement visé. On voit bien dans les parcours qu'on peut tout à fait démarrer par, je le dis comme ça, une filière STAPS à l'issue du bac, mais compte tenu de l'engagement qu'on peut avoir dans un club ou dans une discipline sportive, pouvoir compléter grâce à des passerelles avec un BP, etc. Et pourquoi pas devenir responsable d'une entreprise équestre avec la nécessité de compléter avec un diplôme du ministère de l'Agriculture. Nos enjeux sont absolument là pour éviter à chaque fois de tout recommencer. C'est de ça dont on parle. Monsieur Sellé. C'était juste pour compléter, donner deux exemples. Effectivement, pour les centres équestres, un éleveur qui commence une activité, qui veut se diversifier, donc il a un bac pro conduite et gestion des entreprises équestres, et puis au bout de 10-15 ans, il va se dire, bah, tiens, j'aimerais bien faire de l'animation, il va passer son BPGEPS, et grâce aux passerelles qu'on peut lui permettre, ça lui permet de le faire plus facilement. A contrario, un animateur en centre équestre qui se dit, bah, j'ai envie de m'installer, j'ai envie de me lancer dans la production, et ben lui, il va pouvoir, avec les passerelles, plus facilement passer un bac pro ou un brevet professionnel de conduite et gestion des entreprises équines. Et là, pour le coup, il pique, pardon, et là, de façon, ça lui permettra en plus de s'intégrer dans un parcours à l'installation, avec éventuellement derrière des aides à l'installation, les aides agricoles. Madame Marthez. Oui, simplement, je voulais, à nous entendre depuis tout à l'heure, je trouve qu'on se réjouit, on fait bien de le faire, que les certificateurs dialoguent entre eux, plus de concurrence, un langage commun, etc. Mais au fond, il n'est pas là l'enjeu. J'y pense à cause de votre question. Est-ce qu'on pourra partir du ministère des Sports, Agri? On s'en fiche. L'entrée, elle ne doit pas être celle du certificateur, mais celle de la certification. Le jeune, l'étudiant, il se fiche bien, enfin j'espère pour sa santé mentale, de savoir si son diplôme est abrité par Fabienne, vous monsieur, moi, ou vous Adeline. Ce qui compte, c'est que les certifications, qu'il puisse y avoir des zigzags entre certifications, et que ces certifications emploient tellement un langage commun que peu importe de savoir qui abrite cette certification, quel certificateur est derrière. Monsieur Bagorski.
pense qu'effectivement, si on regarde la définition de l'action de formation de la loi de 2018, elle dit que c'est un parcours professionnel, un parcours pédagogique, qui conduit à un objectif professionnel. Ce que vous venez de dire, en fait, et ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les correspondances entre les blocs, montre bien qu'à un moment donné, ce qui est important, ça va être la certification qui va correspondre à l'objectif visé, et non pas la certification qui permettra en fait à un organisme de formation d'équilibrer ses comptes. Je caricature un petit peu, mais ce n'est pas inintéressant non plus de dire les choses comme ça. On est passé d'une logique verticale, c'est-à-dire qu'avant, quelqu'un venait dans un organisme de formation, on faisait une formation de A à Z, à une logique aujourd'hui qui va être plutôt horizontale, quelqu'un qui va pouvoir acquérir un bloc de compétences dans un parcours, qui va le valoriser dans un autre parcours, mais qui, bout du bout, il y a la finalité de l'objectif professionnel. Je vais prendre un autre exemple. Je connais un peu le monde équestre, et puis une jeune femme qui est infirmière et qui a un projet de monter quelque chose avec des autistes, mais à qui il faut en fait le BP, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, donc qui est en train de faire cette certification-là parce que ça va lui être nécessaire pour monter son projet. Donc la finalité est ce qui est important, et la certification va être celle qui marque l'objectif réalisé. Autre question, quelle place des CREPS établissements publics dans l'orientation vers les formations? La place des CREPS, les établissements publics dans l'orientation vers les formations? Madame Bourdet. Je pense que le CREPS, c'est un opérateur de formation parmi d'autres opérateurs de formation. Et donc, ça veut dire que s'agissant de la place qu'occupent aujourd'hui les établissements et qu'ils seront amenés à continuer à occuper, elle renvoie finalement à la place d'un service public de formation dans un milieu qui est, on le sait, monsieur l'a évoqué à l'instant, forcément avec de multiples opérateurs privés et publics. Il y a un secteur sur lequel aujourd'hui les CREPS continuent d'être des acteurs évidemment essentiels, c'est tout ce qui relève des formations qui conduisent au métier, qui s'exercent dans ce qu'on appelle l'environnement spécifique, pour lesquels on considère que, compte tenu du risque particulier qui relève de ces métiers, les seuls opérateurs de formation sont les établissements publics. Donc effectivement, pour répondre à la question, lorsqu'il s'agit de s'orienter vers un métier ou des fonctions qui relèvent de ces activités-là, c'est bien sûr les CREPS et les établissements publics du ministère qui ont une place privilégiée. Ensuite, à partir du moment où un établissement public est un opérateur de formation, il a forcément une compétence, voire une mission qui renvoie au sujet de l'orientation, qui peut amener à orienter la personne qui s'adresse à lui vers un autre opérateur de formation que le seul établissement public. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui était derrière la question, mais en tout cas, voilà ce que je peux répondre à ce stade. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On va faire circuler les micros. Bonjour, vous m'écoutez? Vous m'entendez? Bonjour à tous, je suis monsieur Sébastiao Victor et je suis DTN adjoint en charge du secteur formation de la Fédération française de savate boxe française. Et donc, dans un premier temps, je suis un DTN adjoint assez triste de voir de quelle manière monsieur Barotsky a parlé de cette discipline que je pratique depuis plus de 40 ans. C'est un sport français, et puis c'est un sport qui, en 1924, était déjà aux Jeux Olympiques. Donc j'ai été un peu attristé de cette appellation savate, boxe, je ne sais pas trop quoi, balayée d'un mouvement de main. J'ai maintenant deux questions, s'il vous plaît, monsieur Bagorski. La première, c'est d'où tirez-vous les chiffres 13% de professionnalisation pour les titulaires d'une certification savate boxe française. Et la deuxième, c'est puisque je travaille dans le secteur de la professionnalisation depuis 26 ans au sein de cette fédé, comment développer la professionnalisation sans titre, sans certification qui permet l'accès à ce métier, à cette professionnalisation, à ce bassin d'emploi? Je ne sais pas si j'ai été clair sur ma deuxième question.
Mais bon, je pense que vous avez saisi le sens. Merci. Alors déjà, toutes mes excuses si j'ai froissé. Ce n'était pas mon objectif, c'était simplement un moment de montrer qu'on avait des sollicitations diverses et variées et que dans ces sollicitations diverses et variées, nous ne faisons qu'appliquer en fait une instruction qui reprend un certain nombre de critères. Et dans les critères, je reviens sur votre question 2, c'est les critères d'insertion. Alors, je ne sais pas, puisque c'est les certificateurs et ceux qui déposent les dossiers qui nous donnent ce type d'informations, c'est eux qui ont la charge de vérifier ça. Alors, moi, par rapport à ces taux d'insertion, aujourd'hui, j'élargis un peu le propos, l'interrogation qu'on a, c'est est-ce que ça doit relever du certificateur qui fait la demande de nous donner les différents taux d'insertion, ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas trouver un endroit partagé, et il existe déjà pour l'apprentissage, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Orin, hein, c'est Insert Jeune, il existe déjà des plateformes qui sont efficaces sur les taux d'insertion et qui sont neutres. Il nous semble que demain, il faudra qu'on aille vers ce type d'information, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, c'est effectivement le certificateur qui amène ses propres chiffres à 6 mois, à 12 mois. Et donc, nous, on travaille par rapport à ces perspectives-là. L'objectif étant que chaque certification, effectivement, puisse avoir une finalité dans l'emploi. Mais par rapport à votre secteur particulier, et on a aussi à regarder, c'est le travail qu'on fait avec l'ensemble des ministères, ce n'est pas forcément l'insertion telle qu'on l'entend pour des grands secteurs industriels, mais par rapport au contexte, il faut là aussi qu'on affine et les différentes mailles, les différentes granularités pour qu'on puisse bien être en phase avec la réalité d'un secteur, notamment avec des secteurs où il y a pas mal de bénévoles. Et ce n'est pas forcément l'insertion dans l'emploi avec une rémunération à la sortie qui doit trouver sens, mais bien la finalité de la certification qui répond aux besoins de secteurs d'activité. Et je m'excuse encore d'avoir maltraité votre domaine de sport. Une autre question de la salle. Oui, bonjour, Patrick Roux. Je suis un ancien cadre du judo et aujourd'hui je représente le syndicat solidaire branche sport. Je connais Monsieur Sébastiao d'ailleurs également. Ma question est un peu dans la continuité de la sienne. Voilà, moi j'écoute le débat depuis le départ, les présentations qui sont très intéressantes à beaucoup d'égards. On parle beaucoup de pourcentage et de taux quand même. Notamment le taux d'employabilité et la possibilité de multiplier par 5 cette employabilité. Moi, il me semble quand même qu'il faut quand même, comme l'a dit Madame Bourdet, parler de pédagogie, puisque finalement, le sport, c'est quand même avant tout un vecteur de transmission de la culture et de l'éducation. Une des conséquences, par exemple, de l'apparition des CQP, des titres, c'est la disparition progressive des sciences du sport dans les premiers niveaux de qualification. Par exemple, dans les brevets d'État, il y avait un module de formation en psychopédagogie qui permettait aux éducateurs sportifs de comprendre ce qu'est un enfant et comment un enfant est différent d'un jeune adolescent et d'un adulte. Donc, moi, ce qui m'inquiète un peu, en fait, c'est qu'on ne parle plus beaucoup de sciences humaines et que peu à peu, les sciences du sport, qui sont un des domaines qui permettraient de construire aussi des plans d'action efficaces pour lutter contre certaines dérives du sport, les VSS, par exemple, les violences sexistes et sexuelles, mais aussi pour, au fil de la carrière, monter en compétences, parce que c'est un socle commun que tous les éducateurs, aussi bien ceux des STAPS que ceux du monde du sport, mettent toujours en avant lors de leur parcours de carrière. Donc voilà, je voulais poser cette question-là, en fait. Est-ce que les sciences du sport, quelque part, ne doivent pas apparaître dans ce paradigme où on parle beaucoup des vecteurs essentiels de l'emploi, mais quelque part d'une manière qui est tellement influencée par la dimension économique qu'il me semble qu'il y a cette dimension qui n'apparaît pas et qui est un enjeu pour la pérennisation de nos activités sportives, éducatives et sociales.
Oui, peut-être pour dire que ça ne me paraît évidemment pas incompatible. Alors, je ne dispose pas des compétences en matière d'ingénierie de formation qui sont nécessaires au travail qu'on va devoir conduire pour élaborer ce référentiel, mais il me paraît évidemment très important que dans le cadre de l'élaboration de ce référentiel et des compétences qui sont finalement attendues, on retrouve ce que vous venez d'évoquer s'agissant de compétences liées aux sciences du sport et plus généralement, je vais le dire avec mes mots, la connaissance et la bonne appréhension des publics auxquels on s'adresse et a priori lorsqu'on s'adresse à des publics vulnérables. Et je voudrais juste, parce que vous y avez fait une allusion, rappeler que le contenu des formations, il est aussi dicté par un certain nombre de dispositions législatives et que s'agissant de la protection des publics et de la lutte contre les violences à laquelle vous faites allusion, nous avons désormais une disposition législative qui rend obligatoire dans tous les dispositifs de formation en matière d'encadrement des activités physiques et sportives, et quel que soit le certificateur, que des contenus soient prévus dans les dispositifs de formation. Une question du chat. Le monde du sport évolue, les pratiques évoluent. Est-ce que c'est figé dans le marbre ou est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer ses compétences dans les certifications? Comment ça va se passer? Pardonnez-moi, j'ai pas... On a aujourd'hui une offre de sport et des nouvelles pratiques. Donc, il y a des nouvelles compétences qui vont être demandées. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y aura encore des blocs de compétences? Il faudra réintégrer des nouvelles compétences? Comment est-ce que vous voyez les choses? Écoutez, je pense que les choses ne doivent pas être figées une bonne fois pour toutes. On voit bien qu'on a, et d'ailleurs on le voit régulièrement, y compris avec l'arrivée de nouvelles disciplines sportives, où on est amené à finalement construire des dispositifs de formation qui vont permettre de répondre à ces nouveaux besoins. Quand on parle de référentiel commun, on voit bien qu'on est sur le socle commun. Et ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir d'évolution par rapport notamment à de nouveaux besoins ou à de nouvelles pratiques. Mais peut-être que monsieur... parce que ce n'est pas un seul sujet qui concerne que le sport. Non, ça ne concerne pas que le sport. Aujourd'hui, quand une certification a été validée par la commission de la certification professionnelle, les durées peuvent être de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fonction d'un certain nombre de critères. Mais rien n'empêche à quelqu'un dont la certification a été validée pour une durée déterminée de revenir vers nous et de dire que par rapport à ce qui avait été présenté en 2021, en 2023, des activités nouvelles se sont fait jour, et donc de vouloir en fait déposer une autre demande qui viendrait compléter celle qui a été faite. Et à partir du moment où l'instruction est claire et que ça rentre dans les règles qui sont les règles énoncées par les décrets de 2018, on a effectivement une nouvelle instruction qui se met en place et une adéquation de l'offre par rapport à une adéquation de la certification à la demande du secteur. Encore une question pour vous, M. Bagorski. Quel rôle de France Compétences pour articuler les travaux entre les certificateurs? Alors, on est un établissement public avec des missions qui sont clairement énoncées et donc un rôle de régulation qui est clairement énoncé. Et dès l'instant où il y a une mission supplémentaire qui est mise en place, c'est une demande spécifique d'un ministère. Je vais prendre un exemple. La ministre, Madame la Première ministre a demandé à France Compétences au mois de février de réfléchir d'apporter un certain nombre d'éléments sur le fonctionnement des commissions professionnelles consultatives. Vous avez été un certain nombre à avoir été auditionnés. C'est une mission spécifique et donc avec un rapport et une attente spécifique aussi. Est-ce que demain, concernant le travail sur les certifications, est-ce qu'on peut rester dans le périmètre qui est le nôtre aujourd'hui? Alors, juste peut-être aussi un rappel. La direction de la certification, c'est 31 personnes, dont moi, 24 instructeurs et environ 4000 dossiers qui arrivent par an. Donc faites le ratio nombre de dossiers par instructeur sur une année. Quand on nous dit que France Compétences est lent dans l'instruction, je voudrais aussi moi rendre hommage aux instructeurs et instructrices qui font un travail extrêmement important et pointilleux et vont chercher tous les différents éléments. Donc si demain on a une mission supplémentaire,
j'ai un cadre déterminé, il faudra qu'on m'explique aussi, qu'on m'accompagne, il n'y a plus de ministre, qu'on m'accompagne pour aussi humainement pour pouvoir mettre en place ce système-là. Mais il est évident que France Compétences, je l'ai répété, rôle d'interface et de facilitateur, si on nous confie la mission, on le fera. Merci beaucoup. On a une question dans la salle. Oui. Si vous voulez bien vous lever, merci. Bonjour. Michel David pour la CPN des établissements équestres encore. Madame Barthès, tout à l'heure, vous avez évoqué en fait les équivalences à mettre en place entre différentes certifications. Le risque, peut-être, enfin, c'est ce que j'ai compris dans vos propos, c'est qu'effectivement, ce référentiel de compétences, de formation, risque d'être formulé de manière assez générique, de manière effectivement à pouvoir correspondre à l'ensemble des certificateurs intéressés par celle-ci. Néanmoins, cette formulation générique n'implique pas forcément des formations, des apprentissages, des compétences à acquérir dans le champ. Alors si je prends ma filière spécifique sports équestres avec des notions de sécurité, et là je rejoins la question précédente concernant les acquis effectivement entre guillemets scientifiques ou voire même uniquement culturels, peut-être même concernant la physiologie et la psychologie en fonction des âges. Et ça, par contre, je pense que ça risque d'être un écueil qu'il va falloir savoir manipuler, je dirais, ou aborder avec beaucoup de délicatesse. Merci, merci beaucoup. C'est une vraie bonne question que vous posez et qu'on se pose nous-mêmes. C'est-à-dire, pour qu'il y ait ce langage commun dont je parlais tout à l'heure, etc., on est obligé. Vous parliez de compétences un peu génériques, ben oui, on est obligé d'avoir de désigner des compétences un peu génériques. Et d'ailleurs, le référentiel commun sur lequel on est en train de travailler va être un cadre. Donc là encore, voilà, c'est assez générique, etc. Et donc il y a la question que vous posez, à force d'être trop générique, est-ce qu'on est bien sûr que ça correspond ? Moi, ça ne me pose aucune difficulté si on parle bien de correspondance, c'est-à-dire de correspondance et pas nécessairement d'équivalence. C'est une discussion que nous avions aussi la semaine dernière au ministère des Sports. Dès lors qu'il y a correspondance, alors il doit y avoir dialogue. Mais ça ne signifie pas, pour nous, en tout cas au ministère de l'Enseignement supérieur, qu'il y a automaticité, que l'un vaut l'autre. Voilà, et l'exemple que vous venez de donner le montre. Il y a des particularités, des spécificités, des connaissances scientifiques, techniques, qui appartiennent à chacune des certifications et qui, au nom de ces correspondances génériques de compétences, ne doivent pas être gommées. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous avez une dernière question ? Une toute dernière, alors, rapidement. De Bois de l'INSEP, je suis responsable de l'unité des formations internes à destination des sportifs de haut niveau. Je voudrais savoir si dans vos échanges et le travail que vous faites, vous avez prévu de re-questionner la question des sportifs de haut niveau, puisque actuellement il existe un référentiel des compétences des sportifs de haut niveau, mais qui n'est pas du tout pris en compte ni dans les formations du ministère des Sports, ni dans la formation STAPS. Et qu'il y a des situations qui sont contraignantes pour les sportifs de haut niveau, par exemple le passage des TEP dans les formations professionnelles, qui font que il nous est arrivé, à titre d'exemple, d'avoir un sportif blessé qui du coup n'a pas pu faire les TEP, qui aurait pu mettre à profit cette période de moindre entraînement pour avancer dans son parcours et qui a dû reporter d'1 an son inscription en formation. Donc je voulais savoir dans quelle mesure vous prenez en compte les sportifs de haut niveau dans vos réflexions. Et puis, deuxième petite question, c'est sur cette table ronde, il n'y a pas de représentation de la branche des sports. Or, nous avons aussi. Est-ce qu'ils sont bien intégrés dans la réflexion, puisque nous avons une problématique entre les CQP et les BPGEPS, où par exemple on a un CQP activité gymnique d'entretien et d'expression qui apporte une certification de niveau 4 et un BPGEPS activité de la forme qui apporte une certification de niveau 4 pour les mêmes types de métiers. Donc est-ce que la branche du sport est aussi intégrée dans votre travail de
sur la lisibilité. Merci. Merci beaucoup. Alors, je laisserai Fabienne répondre à la deuxième partie de la question. Sur la première, c'est évidemment clé, hein, les sportifs de haut niveau, et Madame la ministre Sylvie Retailleau vient de nous rejoindre, et elle dira sans doute les choses évidemment mieux que moi pendant son discours, si tu dois parler des sportifs de haut niveau. Mais justement, au moment de ce Grenelle de l'emploi, se tient au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, évidemment le ministère des Sports y est associé, la réunion de tous les référents au sein des établissements publics sous tutelle MESR, des sportifs de haut niveau. C'est un sujet emblématique, fondamental. Nous sommes beaucoup réunis avec la ministre des Sports et évidemment la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'y associe pleinement sur ce sujet-là en particulier. La difficulté de ce sujet, c'est qu'on ne peut pas d'un coup dire on va résoudre la question des sportifs de haut niveau d'un claquement de doigts et avoir des solutions industrialisées. Ce n'est pas possible parce que chaque sportif de haut niveau est unique, à sa particularité, à sa spécialité, etc. Donc c'est à nous, via ces référents sportifs de haut niveau que nous sommes en train de réunir, d'animer, de dynamiser, dans chaque établissement, de mieux se faire connaître et surtout de trouver des solutions au cas par cas pour chacun. Et nous sommes ainsi en train de créer un réseau de référents sportifs de haut niveau au sein des établissements d'enseignement supérieur, comme il n'y en a jamais eu, afin de partager les bonnes pratiques et surtout afin de cartographier où, dans quel établissement, les sportifs de haut niveau trouveront, je le dis un peu rapidement, bon accueil, un accueil individualisé. Et cela, dans quelques semaines, dans quelques mois, ce sera possible. Sur notre site, étudiant.gouv.fr, chaque sportif de haut niveau saura vers qui se tourner, vers quel établissement se trouver pour rencontrer une solution qui lui convienne. Madame Bourdet, sur la deuxième partie de la question. Oui, rapidement, et puis ça fera évidemment le lien avec la séquence en présence de mesdames les ministres, puisque, oui, pour répondre à votre question, bien évidemment, ça n'aurait pas de sens si on travaillait à un référentiel commun au seul ministère certificateur. Il s'agit bien de travailler aussi avec les branches professionnelles et qu'on soit bien sur un référentiel commun à tous les certificateurs. C'est bien de ça dont on parle. Merci beaucoup, Madame Bourdet, merci mesdames, merci messieurs. Donc on a entendu cette mise en lumière, vous pouvez applaudir.